Bon, merci beaucoup d'être venus nombreux. Je sais que vous êtes un public assidu, que vous avez une grande variété de conférences et de conférenciers. Et c'est un grand honneur pour moi d'être là devant vous. Et je vais, comme c'est indiqué dans votre catalogue, je vais parler de leur crise, nos solutions, mais je vais aussi essayer de dire un peu ce qui est arrivé, à mon avis, depuis le début de la crise, parce que c'est toujours la même. Depuis 2007, on est dans la même. Ça n'a pas eu d'interruption. Nous sommes toujours dans un cycle infernal. Et je vais essayer de dire donc ce qui s'est passé depuis 2008, même si mon livre se consacre, de par la date de sa publication, aux origines et à ma vision de comment le monde est organisé maintenant, mais aussi sur les solutions qui restent malheureusement les mêmes que celles que j'ai décrites en 2010, parce que rien n'a été fait de ce que, à mon avis, il faudrait faire pour mettre fin à cette crise. Alors, comme je suis technologiquement illettré, je n'ai pas de PowerPoint, je n'ai pas de choses comme ça, mais je vais demander un vraiment petit effort d'imagination. Imaginez le monde, si on veut parler du pouvoir dans le monde, d'imaginer une série de sphères ou de cercles concentriques. Et par ordre diminuant, le pouvoir le plus grand est à l'extérieur et puis l'autre pouvoir va en diminuant. Si c'est ainsi, et c'est ma vision, il me semble évident que la finance est le cercle le plus puissant aujourd'hui. Il y a énormément de preuves de cela. Il y en a eu en allant vers la crise financière, que la finance avait la bride sur le cou et ne faisait plus attention à quoi que ce soit et a mené à la catastrophe que l'on connaît. Mais juste pour vous donner un chiffre, je vais essayer de limiter les chiffres. Il y a à peu près 80% de l'investissement dans les pays développés qui va directement dans les produits financiers, ce qui laisse 20% ou moins pour être investi dans l'économie réelle, c'est-à-dire l'économie où les gens travaillent, essaient de gagner leur vie, l'économie qui fournit des emplois, des biens et des services qui sont produits par l'économie réelle. Cercle après la finance, qui est l'économie réelle, mais qui est très diminuée par rapport à la sphère ou cercle de la finance. Ce cercle-là fournit de moins en moins d'emplois. Le capitalisme considère que l'emploi, ce n'est pas du tout le but de l'économie. C'est accessoire, que des activités aient besoin de gens qui travaillent, bien sûr, mais le but de l'économie n'est pas de créer de l'emploi. Le but de l'économie, c'est de faire des profits. Point. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Si on fournit des emplois, c'est tout à fait secondaire. Et d'ailleurs, s'il y a des licenciements massifs, et si c'est une entreprise cotée en bourse, vous regardez le lendemain et vous verrez que le prix a augmenté parce que c'est très bon signe. C'est très bon signe parce que les coûts seront moindres. Et les impôts et l'emploi sont coûteux, considérés du point de vue de l'entreprise. Et quand on nous parle de compétitivité, comme on nous parle tout le temps de compétition, de compétitivité, etc., il y a beaucoup de choses que cela cache, et l'une des choses que cela cache, c'est l'emploi, c'est cher, et puis c'est trop réglementé. J'en parlerai de ça après. Mais cette sphère de l'économie réelle est
vraiment de plus en plus sous surveillance et sous pression. Parce que c'est très difficile maintenant, si vous êtes un PME-PMI, de vivre. Les banques prêtent beaucoup moins à ce secteur qu'autrefois. Ça aussi, j'en parlerai plus tard. Troisième cercle, c'est la société. C'est là où nous vivons tous, y compris l'État, y compris les gouvernements à tous les niveaux, municipaux, régionaux, nationaux. Et c'est sous l'emprise à la fois de la finance et de l'économie réelle, qui exercent leur pouvoir constant sur la société. Et quand vous voyez qu'avec chaque plan de sauvetage de la Grèce, et je ne sais plus si on en est au 9e, 10e ou 11e, mais chaque fois, qu'est-ce qu'on veut? On veut rassurer les marchés. Vous entendez aussi tout le temps, tâche impossible d'ailleurs. Mais on nous dit, cette fois-ci, on va rassurer les marchés, parce qu'on va mettre tellement d'argent dans les fonds de secours que les marchés vont comprendre que nous sommes sérieux et que nous avons bien l'intention de tenir. Il y a d'autres manières de tenir, ça aussi, nous en parlerons. Mais c'est aussi du pipeau, parce que les marchés ne peuvent pas être rassurés. Le mot « assez » n'existe pas dans le vocabulaire des marchés financiers. Et enfin, dernier cercle, quatrième, le moins puissant de tout, c'est l'environnement, c'est la nature, qui est comprimée à tout moment, exploitée à tout moment par l'économie. Et nous consommons maintenant probablement au moins 20% de trop chaque année par rapport à ce que l'énergie du soleil peut produire. Nous vivons sur notre capital. Il y a un chercheur qui, avec son équipe, a publié en 1986 un article très sérieux dans Science, un article sur ce que l'espèce humaine prenait comme ressources disponibles de la Terre par rapport aux autres espèces. Qu'est-ce que les humains laissent pour les autres espèces? Et ce que l'on apprend dans cet article, qui est très sérieux, fait par des biologistes, des chimistes et des scientifiques de haut niveau, c'est que notre économie est en train d'accaparer déjà, en 86, était en train d'accaparer 40% de toutes les ressources et en laissant 60% pour toutes les autres espèces. Et ils concluent leur article en disant, historiquement, cela double à peu près tous les 20-25 ans. Ce qui fait que nous sommes maintenant à 80%, si les chiffres sont exacts. En tout cas, nous sommes à un niveau extrêmement élevé. Et cela veut dire que notre économie, maintenant que vous pouvez imaginer comme inclus dans encore un cercle qui représente la biosphère, dans ce dernier cercle, pas puissant du tout, avec très peu de pouvoir, ce dernier cercle de l'environnement, de la biosphère, notre économie est en train de croître comme ça, et si vous l'imaginez comme un cube avec des coins très pointus, nous allons vers la sphère qui est délicate et qui va être percée par nos activités, si ce n'est déjà fait, personne ne le sait. Alors, nous sommes en mauvais état pour le climat et pour la capacité de la Terre à renouveler ses ressources. Alors, qu'est-ce que je préconise? Et c'est cela le but du chapitre dernier qui s'appelle « Nos solutions » et qui est le chapitre le plus long du livre, c'est que l'on inverse l'ordre de ces cercles. Et ça, c'est la tâche la plus difficile, mais la plus importante, qui ait jamais été devant les êtres humains à aucun moment de l'histoire. C'est absolument colossal ce qui nous est demandé. Et c'est tout de suite où ça sera trop tard. Ça risque d'être trop tard. Personne ne sait cela non plus. Mais si on n'inverse pas l'ordre de ces cercles,
moi, je crains le pire pour mes enfants et mes petits-enfants. Autrement dit, il faut mettre l'environnement à l'extérieur, reconnaître comme espèce, enfin, l'espèce humaine, reconnaître que nous sommes une créature parmi d'autres dans une biosphère qui a une capacité que l'on ne peut pas augmenter d'un centimètre cube avec toute notre technologie, et que c'est comme ça et qu'il faut obéir aux lois de la physique, de la chimie, de la biologie, parce que si on lutte contre la nature, si on fait la guerre à la nature, on va perdre. C'est forcément le cas. On ne peut pas faire autrement. Alors ça devrait être le cadre, mais dans ce cadre, si on respecte ces lois, alors là, on devrait avoir la capacité de faire la société que l'on veut, et je pense et j'espère que ce serait très différent dans différentes parties du monde, parce que nous avons des traditions différentes, des histoires, des géographies, des cultures différentes, mais du moment où c'est démocratiquement choisi, il y a la place pour la sociodiversité comme il y a la place pour la biodiversité, et j'espère, enfin c'est cela l'idéal. Évidemment, je vous trace un chemin idéal. Alors, troisième cercle, ce serait l'économie réelle, que la société met sur pied pour répondre à ses besoins tels qu'elle les a définis, et l'économie aussi peut être différente. Une société peut favoriser plutôt l'agriculture que l'industrie, plutôt tel type d'agriculture que tel autre, et ainsi de suite, tel type d'entreprise organisée de telle ou telle manière, mais ça devrait être une décision des personnes concernées. Et puis, dernier cercle, ce serait la finance, rendue simplement accessoire et servante, parce que la finance joue un rôle utile, mais pas du tout, ne devrait pas du tout être en charge de toutes les affaires. Alors ça, c'est la première métaphore du livre, et le deuxième, c'est, excusez-moi, je ne sais pas si on dit la ou le métaphore. Je devrais ça. Là. Bon, merci. J'ai encore, après 50 ans, quelques problèmes de genre qui me... Tout d'un coup, je me dis, est-ce bien cela? Bon, merci beaucoup. Deuxième métaphore, c'est la prison. C'est les murs de prison, parce qu'il y a 4 chapitres et chaque chapitre correspond à un mur. Et comme tous les murs, ils se soutiennent mutuellement. Ils sont interdépendants et ils s'aident à tenir debout. Et très rapidement, ces murs sont la finance, naturellement. Et j'explique, mais de manière, je crois, on me le dit en tout cas très clair, comment on est arrivé à cette crise qui paraît... Enfin, beaucoup de gens pensent que c'est venu absolument d'un ciel clair, c'est pas vrai. Et quand les économistes classiques disent « mais personne n'a vu venir », je peux vous dire que tous les économistes à attaque ont vu venir et en parlaient depuis au moins 2005, peut-être avant. Toutes les universités d'été, on avait des séances sur c'est pour quand la grande crise, parce que c'était évident pour un certain nombre de gens que ça couvait et que ça ne pouvait pas être autrement. La date, évidemment, on ne pouvait pas la donner, mais nous l'avons vu venir. Même moi, qui ne suis pas économiste. Et si cette crise a éclaté, il y a eu des raisons extrêmement précises à cela, dont les banques qui avaient fait fusion, qui étaient devenues trop grandes pour faire faillite, donc il fallait les sauver quand elles faisaient des bêtises, des privatisations, des déréglementations en pagaille, des gens qui empruntaient, enfin des banques, des entreprises financières qui empruntaient, mettons 50 ou 100 $ pour chaque dollar
qu'elles avaient réellement en caisse, ça s'appelle l'effet de levier, etc., etc. Tout ça est décrit dans le bouquin. Mais la finance, c'est le premier mur. Ensuite, il y a la pauvreté et les inégalités. Chacun sait que les inégalités ont énormément cru partout dans le monde occidental, mais aussi en Chine, mais aussi en Amérique latine où elles étaient déjà énormes, mais même en Afrique. Enfin, je ne connais pas d'exception à cette règle de la croissance, de l'augmentation des inégalités. Et cela vient de la mondialisation, cela vient du fait que dans ce système, on enrichit les riches et on appauvrit ceux qui sont pauvres, seront appauvris encore plus. Et mondialisation donne l'impression, quand on dit le mot, que c'est tout à fait inclusif, que tout le monde va être très heureux dans un seul ensemble de ce monde et avancer ensemble vers la terre promise, et que ce sera le paradis sur terre, mais pas du tout. La mondialisation est un engin, est un mécanisme à exclure. Et cela exclut des personnes, des quartiers, ça exclut des personnes dans une même société choisie, des métiers qui ne sont plus aptes, ça exclut des régions entières et parfois on pourrait dire des continents. Et ce n'est pas du tout la grande machine à inclure. Et les inégalités ont énormément augmenté, si bien que maintenant, ce n'est même pas le 1% et le 99%, c'est plutôt le 1% de 1%, et parfois 1% de 1% de 1%. Je décris cette montagne qui monte, qu'on peut chiffrer maintenant d'ailleurs, dans le bouquin. Troisième mur, moins important pour nous peut-être dans les pays riches, mais pour des milliards de personnes à la base de leurs soucis, comme à la base de leur existence, c'est la nourriture et l'eau. L'accès devient de plus en plus difficile à ces éléments constitutifs de la personne humaine. Alors j'essaie de décrire cela. Et puis, quatrième chapitre, environnement, mais comme on a déjà beaucoup écrit là-dessus, j'essaie de faire environnement et conflit, parce que l'impact du réchauffement climatique et des changements environnementaux, l'impact sur les conflits humains a été beaucoup moins étudié, alors j'ai essayé de faire ça. Et ces murs se renforcent mutuellement. Ces murs empiètent sur le territoire les uns des autres. Quelques exemples. La spéculation financière, quand elle avait cessé, ou à peu près, elle était à peu près sortie du domaine des subprimes. Vous connaissez tous l'histoire des hypothèques subprimes. Bon, mais quand ça a commencé à se casser la figure, l'argent sort de là et va massivement sur les produits alimentaires, sur les bourses des produits alimentaires. Blé, soja, maïs, riz, et ainsi de suite, le quotidien, quoi. Et cette spéculation, en 2008, a été 20 fois plus élevée que la moyenne pour 2004-2006. C'est-à-dire que vraiment, il y avait des capitaux qui arrivaient massivement, et comme là aussi, il y a eu des changements, des dérégulations, personne n'était obligé de dire combien de contrats, quelle position il avait. C'était absolument opaque, on ne savait pas qui possédait quoi, mais ça avait des effets dramatiques parce que, par exemple, en une journée, au mois de mars 2008, le prix du blé a augmenté de 31% en une journée. Ce n'est pas du tout des gens qui achètent du blé à l'avance pour faire des cookies. Hein. Rien à voir. Rien à voir. Mais comme le prix américain est le prix d'exportation,
Et comme il y a des centaines de millions de personnes qui, dans des pays qui sont à 5000 km et qui ne connaissent rien au marché des céréales, des denrées, ils sortent le matin, ils cherchent leur chapati ou leur tortilla ou leur nourriture de base et ça a doublé de prix. Ah, ben c'est plutôt grave. Si vous dépensez déjà 60-70% ou plus pour de votre maigre revenu, vous dépensez ça pour vous nourrir, c'est plutôt grave. Et si bien qu'il y a eu des émeutes dans plus de 30 pays en 2008 et actuellement, en 2011, le prix de certaines de ces denrées est légèrement au-dessus de ce que c'était en 2008. Alors ça reste très volatile, très, très instable. Ça, c'est un exemple de renforcement de deux murs. L'eau, la quantité d'eau, la qualité d'eau mène à des conflits. On voit ça actuellement au Mali. Je ne dis pas que ce soit la seule cause, mais ça en fait partie. Il y a actuellement la Chine qui est en train de construire des barrages sur 5 rivières d'Asie dont dépendent des quantités d'autres pays dans la région, jusqu'au Cambodge, jusqu'au Vietnam, Thaïlande, etc. Parce que la Chine est en amont et veut accaparer l'eau et va laisser on ne sait pas combien pour les gens en aval. Je ne dis pas que les tensions en Syrie sont dues à l'eau, mais il faut savoir aussi que la Turquie, qui est en amont, a fait 2 douzaines de barrages qui ont limité le débit en Syrie et en Irak, qui sont en aval. Donc l'eau est un enjeu, c'est un enjeu géopolitique, c'est un enjeu de conflit. Ça peut être des conflits internes, ça peut être des conflits d'État à État. Et la fonte des glaces aussi, c'est un enjeu parce que ça permet le passage de la calotte de glace de l'Arctique. Maintenant, on peut livrer du pétrole de Houston au Thaïlande en 8 jours. Parce qu'on peut traverser ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et on peut le faire 4 mois de l'année. Et chaque année, la durée du passage augmente. Et maintenant, il y en a 2. Il y a le passage nord-ouest et nord-est. Enfin, vous voyez qu'il y a des accointances entre ces murs qui se renforcent et qui créent des crises synergiques et qui se nourrissent les unes des autres. J'en avais d'autres, mais je ne veux pas continuer trop longtemps là-dessus parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait depuis ? Qu'est-ce qu'on fait depuis cette énorme crise ? On peut dire qu'on patauge. Vous voyez bien nos gouvernements, vous voyez bien qu'on est en train de s'interroger, qu'ils hésitent, ils ne savent pas très bien quoi faire. C'est un peu la pagaille, n'est-ce pas ? Je pourrais être moins poli. Mais est-ce vraiment le cas ? Est-ce que ça patauge tant que ça ? Au début, je me suis dit oui, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas, enfin, ils n'ont pas des conseillers économiques, ils ne savent pas quoi faire. Ben maintenant, j'ai fait une liste des choses qui se font depuis 2008. À vous de juger. Moi, j'ai mon jugement que je vous dirai. Qu'est-ce qui se passe depuis 2008 ? On aurait pu, avec une crise de l'ampleur de celle qu'on a connue et qui existe toujours et qui maintenant a infecté les États, on aurait pu s'attendre à un programme à la Roosevelt. Vous savez qu'après la crise de 1929, il y a eu 3 années où ça n'a cessé de s'empirer. Le chômage aux États-Unis ne cessait d'augmenter, que les agriculteurs perdaient leurs terres
partez en Californie, c'est le fameux les raisins de la colère de Steinbeck, que vous connaissez probablement. Mais c'était vraiment le plus bas moment de l'Amérique. Et puis Roosevelt est élu en 1932 et il prend le pouvoir début 1933. Donc, il s'est passé des choses depuis octobre 29, 30, 31, 32, 3 années où les gens étaient vraiment désespérés pour la plupart. Et Roosevelt, en 3 mois, il a fait passer une quinzaine de lois, parfois 1 ou 2 dans la journée, avec le Congrès. Le Congrès était aussi de son bord, il avait sa majorité, et il passait des réglementations du marché à la queue leu-leu. Et ça n'a pas commencé tout de suite à s'améliorer, mais en même temps, il lançait des programmes d'infrastructure. Il y en avait même pour les artistes. Si vous allez aux États-Unis, dans les villes de province, parfois vous irez à la poste, vous irez dans un bâtiment public et vous verrez qu'il y a une fresque au mur, comme ça. Très souvent, ça a été fait dans les années 30 par les artistes américains qu'on employait comme ça pour faire des projets artistiques. C'était donc pas que financier, c'était aussi un programme social et culturel à base de Keynes, bien sûr, à base de l'économie de Keynes et de John Maynard Keynes, qui était le grand architecte de ce sauvetage-là, mais aussi des institutions de l'après-guerre comme le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Et c'est quelqu'un... la nature de ces 2 institutions a beaucoup changé depuis, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, je ne vous embête pas avec ça. Mais on aurait pu s'attendre à quelque chose de similaire, me semble-t-il. Quand on voit que les jeunes en Espagne sont 50% au chômage, on pourrait dire, mais il est temps, n'est-ce pas? On va faire de grandes choses. On va faire un programme à la Keynes, adapté pour notre époque, et c'est ce que j'essaie de proposer d'ailleurs dans mon bouquin. Enfin, c'était peut-être un peu idéaliste, mais qu'est-ce qui s'est passé à la place de ça? Voilà, je commence ma petite liste de preuves. Il n'y a pas eu de nouvelles régulations d'envergure, rien qui puisse changer la nature du contrôle de la finance. C'était un peu mieux aux États-Unis avec la loi Dodd-Frank qu'en Europe, mais en Europe, tout ce qu'on a fait, c'était de dire au comité de Bâle, c'est-à-dire de la Banque des règlements internationaux, de se mettre au travail et faire les règles de Bâle III qui seront mises en place en 2018 ou 2019. Voilà. Très bien. On va peut-être limiter un peu les emprunts des banques par rapport à l'argent qu'elles ont réellement en caisse. Mais pas avant 5 vous avez le temps. Hein. Vous avez le temps. Et les banques aussi ont le temps. Les banques sont de nouveau en train de faire la politique. C'est elles qui décident de la politique. Si on dit on va rassurer les marchés, c'est quoi ça? Ben, c'est que les marchés l'exigent. Les marchés, c'est devenu un peu le dieu. Si j'étais anthropologue, je pourrais peut-être vous brosser un tableau de comment on est comme ça, à genoux, comme je ne sais pas, comme des sauvages devant des idoles, mais on est vraiment, c'est de ce niveau-là. On est à genoux devant les marchés, on gouverne pour faire la satisfaction des marchés. Mais non seulement ça, on a la grande firme Goldman Sachs qui est directement en charge de l'Italie, de la Grèce, de la Banque centrale et à des niveaux moins élevés dans beaucoup d'autres pays d'Europe comme la Hongrie et d'autres. Donc c'est une... et les banques reçoivent des faveurs, des cadeaux,
sacrifices, on pourrait dire, n'est-ce pas? Des hôtels où on brûle devant les banques, eh bien, on leur fait des prêts à 1%. Vous savez que la Banque centrale européenne ne prête pas aux États. Vous savez ça. Prête aux banques. Alors, vous prêtez aux banques à 1%, et on a fait cela récemment, depuis décembre, on a fait ça avec 1 trilliard d'euros. 1 trilliard. Alors, comme personne ne comprend ces chiffres, moi y compris, ça fait 1000 milliards, mais je les fais en secondes, parce que sinon c'est incompréhensible. Alors, chaque seconde à votre montre, c'est 1 euro. D'accord? Si vous voulez faire 1 trilliard d'euros, vous regardez votre montre pendant 32 000 ans. Voilà. Voilà. Le sauvetage des banques coûtait à peu près au moins 16 trilliards. 16 trilliards, ça fait à peu près un demi-million d'années, un peu plus de 500 000 ans. Alors, le néolithique, quoi. Voilà, ce sacrifice, prêté à 1%, les banques peuvent prêter à ce moment-là aux États au taux du marché, qui est pour l'Italie actuellement 5%, légèrement descendu de 6 ou 7. Mais c'est plus cher pour le Portugal, c'est plus cher pour d'autres pays. Il faut suivre les taux d'intérêt tous les jours, je n'ai pas le courage. Mais vous voyez le génie financier nécessaire pour emprunter à 1% et prêter à 5%. C'est très difficile de faire de l'argent dans ces conditions-là. Vous me suivez, hein? Mais c'est cela que fait la Banque centrale européenne. Au lieu de prêter directement aux États à 1%, si on faisait ça, la crise de la dette des États disparaîtrait d'elle-même. Si on pouvait rembourser sa dette à 1% ou 1,5%, il n'y a plus de crise. Au bout de 5 ans, c'est terminé. Autre preuve, alors, en dépit de ce traitement de faveur de nos banques, les banques ne remplissent pas le rôle de banque. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait une banque? Une banque, c'est utile. Une banque doit prêter aux ménages et aux PME, PMI, doit avoir une clientèle d'affaires, comme ça. Mais elles ne le font pas. Si vous lisez le dernier rapport de la Banque centrale européenne elle-même, elle vous montre avec des graphiques que les prêts dans les 27 pays qui sont examinés, tous les 27, ça diminue en général jusqu'à environ, ça diminue à peu près de 20%. On fait beaucoup moins de prêts et a des taux d'intérêt plus élevés. Donc les banques ne remplissent pas le rôle de la finance. Les produits financiers, les produits dérivés qui ont été tellement responsables de la crise que nous avons connue, la prolifération des dérivés. J'entre pas dans le détail là non plus parce qu'on y sera jusqu'à 7 heures du soir et vous n'avez pas envie, moi non plus, mais les produits dérivés sont opaques, sont très difficiles à comptabiliser, mais si vous comptez tout ce qui peut être échangé en une année, ça fait 600 000 trilliards de dollars, c'est-à-dire que c'est incalculable et que c'est beaucoup plus que le PNB du monde, enfin c'est, je ne sais pas, peut-être 100 fois le PNB du monde. Et ces produits, à mon sens, devraient être pour la plupart purement et simplement interdits. Au lieu de cela, depuis 2007, leur volume a augmenté de 20%. Non, 25% pour les produits dérivés. Donc, on ne les bride pas, peu importe, c'est très bien. Les banques peuvent faire de l'argent avec ça, et c'est
tout cela, c'est les statistiques qui viennent des sources les plus autorisées. Là, le dernier, ça vient de la Banque des règlements internationaux, qui dit aussi que depuis 2007, les échanges de monnaie ont aussi augmenté de 25%, c'est-à-dire qu'avant, c'était 3,2 trilliards par jour, 3200 000 milliards par jour en échange de monnaie, dollars contre euros, contre livres, contre francs suisses, contre un. Maintenant, c'est 4 000 milliards par jour. Donc, augmentation aussi de 25%. Les paradis fiscaux, sont non seulement pas fermés, alors qu'on en a beaucoup parlé, d'abord à Londres en 2009, et puis M. Sarkozy en a parlé pour le G20 de Cannes, mais les paradis fiscaux, ça se porte très bien. Il n'y a absolument aucune action qui n'a été faite à cet égard. On aurait pu, un État peut dire nous ne tolérerons pas les activités des banques qui ont des activités dans des paradis fiscaux. Le BNP Paribas, on a 700 à Jersey, je crois, ou je ne sais plus, non, n'écrivez pas ça parce que je ne suis pas sûre de les 700 où ils sont. Mais dans un paradis fiscal, soit les îles Cayman, soit Jersey, je ne sais pas. Mais ça veut dire des sociétés factices, des sociétés écrans qui servent aux grands clients, qui aident à ne pas payer ses impôts, qui sont là pour servir les besoins des riches. On aurait pu dire au BNP Paribas, comme vous voulez, mais vous perdez votre licence d'activité commerciale en France si vous continuez. Zéro. Oui, les nombres des très très riches ont augmenté. Nous en sommes maintenant, évidemment ça avait chuté un peu pendant la crise, mais nous en sommes maintenant à 10 millions de personnes dans le monde, ce qui est à peu près le Grand Paris, n'est-ce pas, qui ont une fortune en liquide qui dépasse le million de dollars. Tout cela, c'est compilé par Merrill Lynch, qui est une grande compagnie d'investissement, maintenant qui appartient à la Banque d'Amérique, et dont le métier, c'est de gérer de l'argent. Alors, ça les intéresse de savoir où est l'argent liquide qui peut être investi et qu'ils possèdent. Alors, c'est eux qui font ces rapports depuis une quinzaine d'années, et on peut suivre l'évolution des riches, de ce qu'on appelle les high net worth individuals, ces individus à grande valeur nette, parce qu'il ne s'agit pas de leur maison, de leur voiture, de leur collection de tableaux, il s'agit d'argent liquide ou très facilement changeable en liquide, plus d'1 million de dollars. Et puis, moins de 1% d'entre eux de ces 10 millions, ont des fortunes qui dépassent les 35 millions de dollars. Avec une fortune en moyenne, ils sont 100 000 et quelques, pas beaucoup, la fortune moyenne de ces 100 000 personnes dans le monde est de 150 millions de dollars. Bon. Et il y en a beaucoup plus qu'en 2008. Et maintenant, ensemble, et excusez-moi, mais je ne peux pas éviter les trilliards, parce que c'est là, c'est comme ça. Ensemble, ces 10 millions de personnes possèdent, alors là, il faut l'écrire parce qu'il y a 42,7 et puis 11 zéros. 42,7 trilliards de dollars. Et ça fait combien en secondes? Ça aussi, j'ai fait ce calcul. Mais ça fait au moins 1 350 000 ans, quelque chose comme ça. Et ces nombres augmentent et la concentration augmente aussi. C'est pour ça que j'ai parlé de 1%, de 1%. Et puis les vrais milliardaires qui sont sur la liste de Forbes Magazine chaque année, eux sont 1%, de 1%, de 1%. Et leur nombre augmente et la fortune qu'ils contrôlent
augmente aussi. Alors, ça veut dire une chose, on ne taxe pas les riches. Paradis fiscaux et existence de ces personnes extrêmement fortunées, on ne taxe pas les riches. Et puis, comme vous êtes tout à fait en mesure de le savoir déjà, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, ce sont aux gens ordinaires de payer. Hein? Naturellement, c'est aux contribuables de payer parce que les banques ont fait des bêtises et il fallait les sauver à répétition. Et cet argent ne tombe pas du ciel, mais vient des impôts. Ça vient en partie de création monétaire, mais ça vient aussi des impôts. Et les États ont sauvé leurs banques, bon, d'accord, mais en même temps, ils n'ont pas décidé de taxer les riches. Donc, ipso facto, c'est aux gens ordinaires de payer et de continuer à payer la crise. Et avec le pacte fiscal, le nouveau traité, on vient de nous dire aussi, et vous allez continuer. Ça va être l'austérité en permanence, et c'est à vous de payer. Alors, qu'est-ce que je conclus de tout cela? Moi, j'ai proposé en toute première mesure de nos solutions, et j'expliquerai le nous après. Je proposais que l'on socialise les banques qui avaient fait visiblement des erreurs, des fautes de gestion colossales. Si vous faites une faute professionnelle, vous êtes licencié. Si une banque fait à répétition des fautes de gestion, en capitalisme, normalement, si on doit faire faillite, on fait faillite et puis vous êtes sous un autre régime juridique. Vous avez une tutelle qui pourrait être ce que j'appelle la socialisation, que je préfère à nationalisation, parce que cela veut dire qu'il y a aussi les clients, qu'il y a aussi le personnel et d'autres intérêts qui sont compris dans la gestion. Mais je veux dire, moi je compte pour rien. Il y a des personnes dans les mouvements sociaux qui proposent ce genre de choses, mais personne qui n'est pris au sérieux par le pouvoir ne propose ce genre de mesures. Alors, avec tout cela, qui me semble être tout de même un certain nombre de preuves, il me semble qu'il se passe autre chose que ce que l'on voit en surface. Et je pense que les politiques, hélas, y compris les politiques de gauche, n'ont pas toujours vu ce qui se passe. Et comme j'entre dans la dernière partie de ce que je voudrais vous dire, je voudrais dédier cette conclusion à Warren Buffett, troisième fortune des États-Unis, qui a dit, et je cite, je vais vous le dire d'abord en anglais, ensuite je traduis. There's class warfare, all right, but it's my class, the rich class, that's making war, and we're winning. Il y a une guerre des classes, c'est sûr, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner. Je crois qu'il faut prendre Warren Buffett au sérieux. Ce n'est pas un salaud, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'argent dans les investissements, mais il a proposé qu'on le taxe au moins autant proportionnellement que sa secrétaire. Il paie beaucoup moins d'impôts proportionnellement à sa fortune que sa secrétaire. Alors, de deux choses l'une. Je vous ai donné quelques choses, quelques indications, quelques indices de deux choses l'une. Ou les gens qui nous dirigent sont idiots, ils ne comprennent rien, ils sont idéologues uniquement, mais pas des penseurs. Ils sont vendus à la finance, peut-être qu'il y a un peu de tout cela, mais peut-être qu'il y a aussi anguille sous roche, peut-être qu'il se passe autre chose.
Et je crois que c'est pire que cela, personnellement. Mais bon, vous jugez et vous me questionnez là-dessus si vous voulez, mais moi, mon jugement, c'est qu'on a décidé, que le capital, que la finance a décidé qu'il est temps de casser, toutes les revendications et tous les gains de ceux qui travaillent depuis 50 ou 60 ans ou davantage, depuis les années 30 en gros. Et parfois, ils le disent. Récemment a été fuité un rapport de l'aile de banque privée du Crédit Agricole qui s'appelle Chevreux, je ne connaissais pas du tout, où l'un de leurs experts qui conseille environ 1200 banques ou entreprises financières, et il dit que les marchés vont ramener le prochain président, il nomme Hollande d'ailleurs, à la raison, et s'ils résistent, ils vont attaquer parce que maintenant, le premier objectif, c'est de se débarrasser du CDI. Non, mais ça suffit, je veux dire. Ces gens qu'on ne peut pas foutre à la porte comme on veut, ça commence à bien faire. Et pour certains aspects, ils le disent, comme ça. Comme ce Nicolas Doisy qui a fait ce rapport, qui a été sur Internet, qui a fait un peu le tour. Alors, quand vous entendez compétitivité, quand vous entendez flexibilité, quand vous entendez des mots comme ça veut dire qu'on va réduire les coûts. La flexibilité, ce n'est pas pour les marchés. Les marchés savent ce qu'ils veulent et ils continuent. Mais la flexibilité, c'est pour ceux qui travaillent. Forcément. Il faut qu'ils acceptent, comme maintenant les Allemands acceptent, parfois des boulots à 5 euros de l'heure. Les Allemands ont fait tout cela dans les années 95 à 2005. Et puis maintenant, il y a 2 couches de travailleurs allemands, ceux qui gagnent très bien leur vie, qui ont des bonus, qui sont syndiqués, qui sont dans la chimie, l'industrie lourde, les véhicules, des grosses industries comme ça, exportatrices. Et puis la couche de gens qui ne sont pas protégés du tout, qui ont des compensations, si on peut l'appeler comme ça, s'ils sont au chômage, qui sont voisins vraiment de la misère. Et c'est cette austérité-là que l'on veut, si j'ai raison, qu'on veut introduire. Et on va nécessairement aussi continuer à privatiser tout ce qui ne l'a pas été. Et vous remarquerez ça, et je retourne à l'environnement là 2 secondes, vous remarquerez sur l'ordre du jour de Rio +20, qui aura lieu à Rio fin juin, que leur solution, c'est l'économie verte. Ça ne veut pas du tout dire la conversion à la Roosevelt sociale avec emploi, etc. Non, ça veut dire que maintenant, tout doit avoir une étiquette de prix, tout doit avoir un marché. L'eau est un marché, l'air, non, parce que ce n'est pas possible pour le moment, mais le CO2, oui, et tous les services que la nature rend doivent être comptabilisés et doivent être considérés comme des valeurs financières. Digression, ça. Alors, ce traité de stabilité, de coordination, de je ne sais pas quoi encore, j'oublie toujours, qui veut nous instaurer l'austérité permanente, c'est la justification pour continuer à saigner le peuple et pour détruire la démocratie. Vous n'avez pas remarqué que l'Europe augmentait beaucoup la démocratie ces temps-ci. Hein? Ce qui m'inquiète beaucoup, je vous le dis très franchement, c'est que notre campagne présidentielle, il y a eu des candidats qui ont parlé de l'Europe, mais très peu, alors que c'est l'Europe qui fournit 85% au moins de nos lois qui nous régissent et qui régissent de plus en plus nos existences. Et on a fait cette campagne dans une sorte de bulle.
une bulle française. Moi je suis citoyenne, j'aime beaucoup la France, mais je pense que la France a moins de 1% de la population du monde et que nous ne pouvons pas gagner seuls et nous ne pouvons pas préserver la démocratie seule. Et que si tout est ligué contre nous, ça va être très dur. Et c'est pour cela, et là je conclus, que nos solutions, d'abord, leur crise, vous avez compris à peu près de qui il s'agit. Moi, je les appelle la classe de Davos, parce que ce n'est pas le 1%, c'est le 1% de 1%. C'est les gens qui se retrouvent chaque mois de janvier à Davos, en Suisse, pour discuter de l'avenir du monde. C'est ceux qui ne voient jamais rien venir et qui n'ont jamais une solution à quoi que ce soit, mais la presse du monde entier est chez eux parce qu'ils ont le pouvoir. Donc ça, c'est très naturel et normal. Alors, nos solutions, je dis nous, parce que je crois que la quasi-totalité de la population est intéressée à contribuer à ces solutions, que je vois comme une grande conversion verte, pas l'économie verte, mais le New Deal vert, comme Roosevelt, à la fois social, à la fois créant des emplois consciemment et réduisant le taux de CO2 et faisant des infrastructures sur la totalité du continent européen, parce qu'il y a des choses qu'aucun pays, même les Allemands, ne peuvent plus faire seuls. Et cela, c'est, je crois, faisable, mais pour cela, il faut que la Banque centrale non seulement prête directement aux États, mais fasse des eurobonds. Heureusement, François Hollande parle de cela, c'est bien. Des eurobonds qui sont des emprunts, de grands emprunts, qui seraient extrêmement populaires, achetés par beaucoup d'investisseurs, puisqu'il faut rester dans le même système. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui arrive en disant il faut abattre tout. Non, ça serait peut-être bien, mais je ne vois pas comment faire. Alors, je ne vais pas vous conseiller cela. Mais s'il y avait des eurobonds sur le marché qui devaient servir à la conversion verte d'énergie, de transport, etc., et de nos villes, ça pourrait être la manière de sortir de la crise. Évidemment, il faut taxer ceux qui ont de l'argent. Il faut chercher l'argent là où il est. Les entreprises, les très grandes, les transnationales, sont assises sur des comptes en banque qui n'ont jamais été aussi élevés. On n'y touche pas. Et ces entreprises transnationales, pour des raisons déjà données, paient très très peu d'impôts. Ça aussi, il faut fermer ces portes-là. Et puis socialiser les banques, il faut... et puis construire des alliances, parce que c'est cela qui nous manque. Nous, citoyens, nous avons le nombre. Nous sommes beaucoup plus nombreux que ceux qui tirent profit de la situation actuelle. Nous avons les idées. À Attac, ça fourmille d'idées. Et puis d'autres associations que je connais moins, c'est aussi le cas. Ça fourmille d'idées. Et nous avons même les connaissances techniques qu'il faut. Il y a des gens qui savent très bien comment mettre en œuvre telle transformation d'énergie, tel système de transport, etc. Il ne nous manque rien de tout ça. Il nous manque l'unité et il nous manque la construction d'alliances. Et je vois dans ces alliances très larges, et ça c'est mon rêve un peu, je vois toutes sortes de gens, je vois des écologistes. Je crois que les écologistes ont tous maintenant compris que écologie et société, ça fait une seule et même chose, et qu'il n'y a pas l'environnement d'un côté, la nature d'un côté et la société de l'autre. Les retraités qui ont du temps, qui ont des connaissances, qui parfois s'embêtent, je ne sais pas, vous, les retraités ici, vous n'avez pas l'air de vous embêter du tout, et vous êtes peut-être nombreux, mais les retraités ont beaucoup à contribuer.
les syndicats, évidemment. Ça commence à se faire. Jeudi, je vais à une réunion avec un certain nombre de syndicats pour parler de l'avenir d'une conférence sociale, enfin un collectif social représentant différentes forces. Et certains syndicats ont parfaitement compris cela. Donc les syndicats et les travailleurs indépendants, et des gens parmi lesquels je me classe, des travailleurs de la connaissance, des gens qui peuvent contribuer de l'information, qui peuvent écrire, qui peuvent aider les autres, j'espère en tout cas, à comprendre. Quelques gouvernements, quelques municipalités, quelques régions qui n'approuvent pas la politique nationale forcément, mais qui essaient de faire des choses aussi sur leur territoire, des villes en transition, des régions en transition, des choses comme ça. Il y a énormément de choses que nous pouvons faire à condition de parler les uns avec les autres, à condition d'aller chercher peut-être des gens que nous connaissons moins bien que d'autres, mais de simplement qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça change? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre la pression sur notre gouvernement pour que le gouvernement fasse des choses parfaitement évidentes pour nous, mais apparemment pas évidentes pour lui? Comment peut-on donner la colonne vertébrale qu'il faut pour combattre les marchés financiers et pour leur dire, excusez-moi, mais voilà, je ne vais même pas le dire, mais parce que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Il faut avoir aussi le courage d'aller chercher d'autres États qui sont prêts à affronter les marchés, parce que les marchés vont certainement attaquer, ça c'est sûr, il faut être prêt à cela. Alors voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas de grands mots de la fin, de grandes conclusions, de quelque chose de grandiose, mais je vous dirais, on me pose souvent la question, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Et je ne réponds pas à cette question, parce que je suis ni l'un ni l'autre. Je ne connais pas l'avenir, je ne sais pas ce qui va se passer dans même le mois qui vient, encore moins l'année qui vient. Le pire n'est pas toujours sûr, il arrive souvent, mais il n'est pas toujours sûr. Mais ce que j'ai, et c'est vrai, c'est que j'ai de l'espérance, parce que je rencontre beaucoup de gens, comme vous, je fais beaucoup d'interventions, pas seulement en France, où je rencontre des gens qui s'intéressent suffisamment au monde pour venir écouter, étudier, prendre des notes, et parfois, souvent, partager avec d'autres ce qu'ils ont appris, discuter. Enfin, un peu le modèle de ce que nous avons fait en 2005 autour de la Constitution. Je ne sais pas comment vous avez voté, peu importe, mais à ce moment-là, il y avait des collectifs qui ont vraiment fait un débat très grand qui a accaparé l'intérêt du pays tout entier. Et je rêve de renouveler ce genre de choses autour d'un moment qui est vraiment terriblement dangereux pour nous tous. Et je crois que c'est faisable. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors c'est à vous. J'ai fait juste 1 heure. Voilà. Et nous avons 3/4 d'heure pour discuter. Le libraire avec moi. J'ai écouté votre conférence avec beaucoup d'intérêt et je n'ai pas entendu un mot qui est un peu à la mode à l'heure actuelle, qui est le mot protectionnisme. Oui. Quelle est votre position? Ce mot-là est-il justifié? On prend plusieurs, comment on fait? On prend plusieurs ou on... Bon, Georges est en train de passer le micro, je peux dire, je pense qu'il faudrait idéalement renégocier complètement l'OMC, parce que je crois que c'est un traité qui a été fait
au plus haut de la période idéologique néolibérale, ça a été complètement influencé par les grandes entreprises. J'ai beaucoup travaillé ça pour les services en particulier, mais je crois que pour le protectionnisme, je commencerai par dire pas au niveau de la France. Hein. Je pense que ça, ce serait une profonde erreur, parce qu'à ce moment-là, il y aurait des représailles de nos voisins, etc. Mais au niveau de l'Europe, ça se discute. Et ça se discute sur certaines choses, parce que si c'est autorisé de façon une couverture pour tout le monde, c'est tout de suite tel intérêt qui dit que ça serait quand même beaucoup plus facile pour ma branche si je n'avais pas à concurrencer X ou Y. Et on aurait un flux de demandes inimaginable. Mais cela aussi, c'est une question de débat social. Je pense que c'est justifié dans certains cas. Et ma solution là, mais qui n'a aucune chance d'être mise en place, c'est qu'on puisse avoir un choix de fournisseurs, au lieu de suivre la règle de l'OMC, qui est que tout le monde a le même statut, et vous décidez sur la base du prix, c'est-à-dire sur la base de la compétitivité, c'est-à-dire sur la base de l'exploitation des travailleurs et du manque de respect total pour l'environnement et pour les lois sociales, les droits de l'homme, etc., que l'on puisse juger les pays fournisseurs, quels qu'ils soient, à leur niveau avec d'autres. C'est-à-dire, on ne va pas comparer le Luxembourg et le Burundi. Mais au niveau du Burundi, on peut prendre X pays qui ont à peu près le même statut et le même niveau de vie que le Burundi et donner la préférence aux pays qui respectent le plus l'environnement, les droits des travailleurs, les droits de l'homme en général, et où la concurrence ne se fait pas uniquement sur le prix. C'est comme ça qu'idéalement, je verrai le protectionnisme. Est-ce que cela vous convient? Sinon, vous essayez de reprendre le micro. Bonjour madame. J'aurais deux questions. J'ai deux questions. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, mais qu'on sent bien qui est derrière tout ce que vous avez développé, c'est le mot lobby. Le mot? Le mot lobby. Les lobbies. Les lobbying, lobby. Excusez-moi, mais il y a eu un écho et j'ai toujours pas compris. Hein? Les lobbies. Lobby. Ah bon, lobbies, ok. Et tout, oui, si vous pouviez nous expliquer la façon dont vous voyez leurs interventions négatives. Oui. Et ma deuxième question, c'est une question peut-être un peu plus de détail, mais qui fait quand même la une depuis un certain nombre d'années. Ce sont des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, qui achètent et qui louent des terres par milliers d'hectares, que ce soit à Madagascar ou à certains pays d'Afrique. Et les conséquences vont être catastrophiques avec des conflits dont on ne peut pas imaginer ce qui va en sortir. Vous avez raison. On ne peut pas parler de tout dans une conférence, mais les land grabs, comme on les appelle maintenant, les accaparements de terre, c'est gravissime. Je commence avec les lobbies. J'ai beaucoup parlé d'intérêt tout de même. Mais j'aurais pu vous dire, par exemple, que le lobby de la finance, et quand je dis lobby, je veux dire des gens qui sont payés pour aller changer les lois, pour aller déjeuner avec les législateurs et leur faire changer d'avis et écrire les lois, etc. Cela marche très bien en Europe parce que les lobbyistes n'ont même pas besoin de signer un registre en disant « je suis retenu par tel ou tel qui me paie tant par an ». Aux États-Unis, il faut dire qui vous emploie et pour combien. En Europe, maintenant, certains au groupe GUE, c'est-à-dire la gauche unie européenne, qui avaient assez de n'avoir le point de vue que des banquiers et de l'industrie financière, ont payé de leur poche pendant un moment un consultant. Maintenant, ils ont mis sur pied un office qui a des experts qui font du lobbying pour le bien public et qui sont
Deux d'entre eux, l'un c'est un ancien trader et l'un c'est un ancien lobbyiste. Alors l'ancien lobbyiste, il connaît tout le monde, il sait exactement comment on fait quand on est de l'autre côté de la barrière. Et c'est un traître à sa cause, et bravo pour lui, ça c'est très très bien. Mais il dit qu'il gagne moins, mais il dort mieux la nuit. Et donc il y a ce contre-effort, mais il reste quand même 700 ou 800 lobbyistes pour l'industrie financière en face de cette petite structure. L'Europe a eu un commissionnaire, Charlie McCreevy, qui était l'Irlandais chargé du marché interne, qui donnait les projets de loi à ses copains dans l'industrie financière en me disant « tu me rédiges la loi ». Littéralement. Voilà. Enfin, voilà le genre de... C'était de notoriété publique. Aux États-Unis, dans les années 90, on a dépensé 5 milliards pour changer les lois Roosevelt, justement. Permettre aux banques de fusionner ce que Roosevelt avait stoppé. Il y avait une loi qu'ils ont passé 10 ans à abroger, mais ils sont arrivés. Sous Clinton, d'ailleurs. Donc, les lobbies, c'est très important, mais j'ai parlé de leur maître et pas de cette action-là. Les accaparements de terre, oui, c'est gravissime. Pour une fois, ce n'est pas forcément l'Occident. C'est les Chinois, l'Arabie Saoudite, les Coréens, j'en passe, enfin les Émirats, tous ceux qui ont de l'argent, pas beaucoup de terre, de mauvaises conditions climatiques ou une population comme la Chine très importante qui reconnaît qu'il ne traite pas très bien son environnement et que la nourriture peut venir à manquer et qu'il vaut mieux avoir des enclaves comme ça où on peut aller chercher les récoltes pour sa population. Et puis il y a nos vieux amis de l'agribusiness qui font leur beurre. C'est ce qu'on appelle, il y a un chercheur qui appelle ça le capitalisme ou l'accumulation par dépossession. C'est vieux comme la terre, c'est comme le colonialisme, mais maintenant c'est fait avec la complicité des gouvernements localement aussi, et souvent les milices. Et comme les lois, en particulier en Afrique, ne reconnaissent pas la propriété traditionnelle, je crois que oui, non, le micro remarche. Non, le micro est un peu flanchant là. Oh, comment est toujours là? Je crois que peut-être qu'il y a une pile qui... Vous m'entendez? Ça va? Oui, enfin, les industries agricoles font cela avec la complicité de gouvernements qui aident à mettre les paysans dehors. Souvent des paysans dont les ancêtres sont sur ces terres depuis des centaines d'années. Mais bon, ils n'ont pas de titre. Voilà, je suis d'accord avec vous. S'il vous plaît, madame, je vous remercie de votre exposé que j'ai trouvé fort intéressant. Par rapport à ce que vous avez dit, la conclusion notamment qui consiste à nous inciter à participer à des groupes pour intervenir, je voudrais vous demander quel peut être le poids de citoyens responsables qui s'unissent pour mettre à bas les paradis fiscaux dont vous avez parlé, s'il vous plaît. Mais c'est une très bonne question. En Suède, par exemple, et on est en train de mettre une campagne est en place où on dit à des municipalités, si vous traitez avec une banque ou avec une entreprise qui a des comptes dans un paradis fiscal, est-ce que vous êtes prêts à ne plus traiter avec eux, mais à donner nos marchés publics
à des entreprises qui ne le font pas. Ça marche par exemple à Malmö, en Suède. En France, il y a des régions, l'Île-de-France et la région de Toulouse. C'est Midi-Pyrénées ont aussi passé des résolutions dans ce sens. Je pense qu'il y a tout à fait la place, peut-être au niveau national c'est difficile, mais au niveau régional, au niveau municipal, c'est déjà en train. Mais ça demande, comme beaucoup de choses aujourd'hui, ça exige de la recherche. Mais il y a des profs dont c'est le métier et qui sont tout à fait prêts à aider pour savoir qui a quoi où, n'est-ce pas? Il y a des économistes qui sont tout à fait férus de ce genre de choses et qui peuvent aider. Oui, si par hasard nous réussissons à changer de gouvernement dimanche, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un tas de politiques inemployés qui ont le droit de devenir avocats sans avoir fait d'études d'avocat et qui vont se tourner pour aider, soutenir les lobbies et permettre l'évasion fiscale? Quelle loi pourrait permettre d'interdire ce transfert de politique vers le métier d'avocat? Le transfert vers les paradis fiscaux. Hein? Transfert des politiques vers le métier d'avocat. Oui. Bah, c'est ce qu'on risque dans 8 jours, je crois. Mais je ne sais pas si c'est un très gros risque de ce côté-là. Bon. Mais écoutez, madame, on ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'exercer son métier, mais on peut être meilleur qu'eux. On peut être meilleur qu'eux et on peut mettre de vrais magistrats qui acceptent certaines plaintes. Le parquet de Paris n'accepte pas une plainte où Mediapart montre qu'il a des preuves de la collusion Sarkozy-Kadhafi, mais accepte tout de suite une plainte de Sarkozy pour faux, recel de faux et je ne sais pas quoi encore. Enfin, il y a tout de même des préjugés. Il faut être informé et il faut protester. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? L'avocat est utile à la société et et tout le monde a le droit d'avoir un avocat. Même les gens à qui vous pensez. Merci madame de cette conférence particulièrement claire, presque trop d'ailleurs, parce qu'on a vraiment l'impression de se trouver devant des phénomènes qui pourraient se résoudre et qui ne se résolvent pas. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit un petit peu au début qui m'a beaucoup frappé et je ne vois aucune explication. C'est le problème de la BCE. Oui. Je dis que si la BCE prêtait aux États, le problème serait résolu. La crise s'effacerait. Oui, enfin. C'est ce que vous avez dit exactement, on fait un petit peu, mais c'est vrai que ce serait le point numéro. Alors, est-ce qu'on est devant une sorte d'épidémie dans laquelle on a un stock d'antibiotiques, on ne peut pas s'en servir, on laisse tout le monde crever les uns après les autres? Et si oui, pourquoi? Parce que à qui profite à ce niveau-là? C'est pas pensable pour un citoyen lambda de dire on a la solution. Oui. Et on l'a pas. Il y aura une grande manif. Il y aura une manif devant la BCE le 19 mai. Il y aura des cars, il y aura des trains. Attaque à frais des cars. D'autres à frais des cars. Non, je veux dire, ça existe, oui. Il va y avoir une manif où il y aura surtout des Allemands, forcément, mais à Francfort, devant la BCE, pour essayer de mettre ce genre de demande en avant. Parce que la BCE, c'est une création de l'Allemagne. L'Allemagne ne veut pas l'indépendance, enfin, veut une indépendance, mais qui veut dire, pour les Allemands, une banque qui ne regarde que l'inflation,
ce dont il n'y a aucun danger aujourd'hui. Il y a plutôt un danger inverse qui est la contraction et la récession, ou vraiment la spirale vers le bas. Et la Banque centrale, non seulement ne prête qu'aux banques, mais c'est que les banques peuvent reprêter aux États et donc faire continuer la crise, donc c'est dans leur intérêt. Et on est le seul au monde à faire ça. Et le seul au monde aussi à ne pas avoir des bons du Trésor. Donc c'est un peu bizarre. On a un animal tout à fait hybride là, tout à fait étrange. Et je crois que plus les gens le savent, parce que malheureusement il y a beaucoup de choses. Bon, laissez-moi faire un sondage, parce que c'est important pour votre question. Avant de venir ici, est-ce que vous étiez au courant que la Banque centrale européenne ne prêtait qu'aux banques qui reprêtaient aux États? Alors, combien ne savaient pas? Vous êtes très bien informés. Dans l'ensemble, vous êtes très bien informés. Et combien de fois vous avez entendu la dette d'un pays, c'est la même chose que la dette d'un ménage, il faut la payer. 150 000 fois depuis 3 mois. La dette d'un pays, c'est pas la même chose que la dette d'un ménage, et on a passé de longues années d'histoire à ne pas les rembourser. Et il faudrait un audit citoyen de la dette aussi. Donc certains sont en train de développer les règles et les tenants et les aboutissants. L'Équateur a fait un audit de sa dette. Ils ont conclu que le tiers de cette dette était odieuse, odieuse étant un terme légal et pas un terme moral, qui veut dire que ça a été la dette qui a été prise par un dictateur ou pour des besoins qui n'ont absolument pas servi les peuples, etc. Et il nous faut un audit de notre dette, parce que j'ai mon papier sur la dette, si ça vous intéresse, pour vous... 2 secondes. Voilà. Justement, pour dire que nous sommes dans la même crise et pour dire combien la dette a augmenté depuis 2006 et 2008, j'ai fait le calcul pour une série de pays. Depuis 2006, en 2010, la dette publique avait augmenté de combien? Autrement dit, en l'espace de 4 ans. En France, 83% de plus. En Allemagne, qui ne respectait pas non plus les règles de Maastricht, 3% de déficit budgétaire, 60% de dette, l'Allemagne... Non, pardon, excusez-moi, je vous ai donné des chiffres au lieu de vous donner des pourcentages. La France, plus 30%. L'Allemagne, plus 16%. La Grèce, qui est un cas vraiment à part, plus 76%. Le bouquet, c'est l'Irlande, qui a dit carrément, au tout début, nous prenons sur nous toutes les dettes de nos banques privées. Plus 276%. L'Islande, pareil. L'Italie, plus 10%. Les Italiens avaient la même dette depuis très longtemps, ou à peu près. D'ailleurs, surtout entre les mains d'Italiens. Mais c'est parce que les marchés ont attaqué que c'est devenu un problème. Ça n'était pas un problème pendant longtemps. Le Japon, le Portugal, l'Espagne, plus 57%. Ils étaient à 40% de leur PNB. Maintenant, ils sont à 63%, ou un peu plus, non plus probablement. Autrement dit, c'est parce que les gouvernements ont eu à sauver leurs banques, mais aussi à compenser pour la chute du PNB partout en Europe, qui était causée par la crise financière et qui était en moyenne, je ne dis pas
pour chaque pays, mais en moyenne était de 5%. On a perdu 5% de PNB d'activité économique. Et donc, il fallait compenser ça. Les États ont compensé, ils ont payé des chômeurs, ils ont eu des augmentations de toutes sortes, et ils n'ont pas taxé les gens qui ont de l'argent, ou les compagnies qui ont de l'argent. Alors bon, c'est un peu automatique qu'on a des dettes comme ça. Bref, j'ai un peu perdu le fil de votre question, qui était comment peut-on faire, corrigez-moi si c'est pas ça, comment peut-on faire pour influencer la Banque centrale. Hein? Répétez ce que je vous ai raconté. Hein? Répétez-le, dites que nous sommes des anormaux en Europe. On doit avoir des bons du trésor, on doit pouvoir faire des grands travaux, on doit pouvoir investir, on doit pouvoir employer des gens. L'économie, la conversion verte, il y a beaucoup d'études là-dessus, c'est les emplois, ça va du doctorat jusqu'aux manœuvres. C'est beaucoup d'emplois dans toutes les catégories. Et ça serait le vivier d'emplois dont nous avons besoin. Et il faut lancer un autre type d'économie. Voilà. Mais la Banque centrale pourrait financer ça. Ne le fait pas. C'est l'une des réponses. Je ne dis pas que ce soit la seule, parce que les banques privées, j'ai dit aussi ce que j'en pensais, mais voilà. Merci madame. Attendez, je ne vois pas qui parle. Oui, je voudrais vous apporter les mêmes félicitations que mon prédécesseur. Ma question porte sur le mur de béton devant lequel nous sommes aujourd'hui. Vous avez apporté quelques solutions, peut-être pas suffisamment par rapport à ce qu'on attendait, mais elles sont très difficiles. Je vous pose une question sur ce mur de la dette. Le mur de béton, c'est le mur de la dette. Et vous avez rappelé que la solution en 1929-1930 avait été celle de Keynes et de Roosevelt par le lancement de grands travaux et le financement de ces grands travaux. Aujourd'hui, malheureusement, la dette mondiale, celle en Europe, et encore bien pire, on l'oublie tout le temps, c'est des États-Unis, qui est bien pire que la nôtre, nous conduit à ce mur de béton. Comment voyez-vous pouvoir redémarrer face, encore une fois, à ce mur? Avec les règles actuelles, c'est très difficile. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit que la tâche auquel on est confronté, à laquelle on est confronté, c'est le plus difficile de ce que l'humanité a dû faire de toute son existence. Mais si on change les règles, et cela veut dire essentiellement changer l'Allemagne, mais avec une France qui serait moins frivole, parce que chaque fois que nous rencontrons Madame Merkel jusqu'ici, il y a de grandes promesses, il y a de grands pronunciamentos, et puis il n'y a pas d'action. Et Madame Merkel, elle est dans le détail, hein, elle n'est pas dans le grand... la grande déclaration, elle est dans le détail. Et les Allemands ne veulent pas qu'on ait une banque centrale normale. Excusez-moi. Donc, la dette, audit. Il faut une audit. Parce qu'il faut savoir d'où ça vient. Combien a été exactement donné aux banques? Qu'est-ce qu'elles ont remboursé? Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent qu'elles ont remboursé? Est-ce qu'on a réutilisé pour... C'est assez difficile, mais il y a des gens qui savent faire ça. Donc, rejoindre un des collectifs qui est en train de se construire pour l'audit citoyen de la dette. Il faut plaider ce que même les modérés, François Hollande aussi, dit, c'est-à-dire il faut des bons du Trésor européen. Ça, je crois que j'ai suffisamment dit là-dessus. Socialiser partiellement ou totalement les banques qui ont reçu de l'argent public. Leur dire, à ce moment-là, maintenant, vous allez prêter X% de vos portefeuilles à des PME, PMI, des ménages qui ont un projet vert.
PME qui a un produit vert ou un service vert, le ménage qui veut refaire son logement, mettre de l'isolation ou veut construire quelque chose qui sera neutre en énergie. Priorité pour eux. Après, vous prêtez, ou vous devez faire votre métier de banquier, mais vous prêtez par priorité au projet vert. Les travaux dans les municipalités, on refait les bâtiments publics, on refait les écoles pour faire... On sait faire tout ça. On refait les écoles, les cours de justice, les bâtiments publics en général, pour les rendre neutres en énergie. Ça crée beaucoup d'emplois aussi. Ça doit être dans le budget pour X%. Enfin, il y a plein de manières de le dire. Mais si on dit la dette, c'est comme ça, il n'y a pas moyen de réduire la dette autrement que par l'austérité, là, on est cuit. Je suis d'accord avec vous. Si vous acceptez le point de vue allemand, on est cuit. Je veux pas taper particulièrement sur l'Allemagne, parce que nos camarades d'attaque à Allemagne sont tout à fait de notre avis, mais il y a, je crois que, excusez-moi, ça c'est vraiment, c'est peut-être pas à répéter, mais Madame Merkel est fille de pasteur, et dans de nouveau, un peu d'anthropologie d'amateur, la punition est très évidente dans les plans d'austérité. Il faut les punir. Les fourmis peuvent punir et doivent punir les cigares. Voilà. Et Klaus Schwab, le Suisse allemand qui a fondé Davos, il a parlé dans un article en Suisse des pêcheurs. Des péchés qu'il fallait racheter. Oui, mais non, pas des pêcheurs poissons, non, des pêcheurs. Non, mais sérieux, hein, sérieux, je l'ai cité dans un texte qui va être publié. Et je crois que c'est pas pour rien, il y a cette mentalité aussi, enfer, Jérôme Bosch, enfin un peu les... bref, qui d'autre a une question? Oui, j'ai une question. Je vous remercie pour vos recherches et puis votre travail depuis de nombreuses années, et également de venir à notre rencontre pour nous redonner de l'espoir. Vous venez de parler des pêcheurs, je voulais vous parler de l'Islande. Oui. Touché, très bien. Vous avez parlé de l'Islande, mais je pense qu'ils s'en sont bien. Ah oui. Pour faire la guerre à oui. place, et je crois qu'ils ne veulent pas aider. Vous en savez certainement plus que moi sur la façon dont ils en sont sortis. Et puis il y a également un autre pays qui en était très bien sorti, c'était l'Argentine. Alors j'aimerais bien que vous nous parliez de ces deux pays, et que vous nous redonniez non seulement de l'espoir, mais des armes aussi. On a envie de se battre, surtout au front de gauche. On est 4 millions en France. Merci, monsieur. Oui, l'Islande, la dette a été de 31% du PNB en 2006 et de 124% en 2010. L'Islande, c'est 350 000 personnes. C'est assez facile à faire de la démocratie participative à cette échelle. C'est ce qu'ils ont fait. Heureusement, le président est un homme du centre-gauche le président n'a pas beaucoup de pouvoir, mais il peut exiger un référendum sur certains points. Et il a exigé un référendum et les gens ont dit non, on ne va pas payer pour les banques. Ce qu'ils ont parfaitement bien fait de faire. Et par la suite, ils ont... je crois qu'il y a eu un autre référendum. Non, ensuite il y a eu des élections parlementaires. Et ensuite, il y a eu l'élection constituante, une assemblée constituante, avec la tâche d'écrire une constitution. Cette constitution est en train d'être écrite, ou elle est terminée, je ne sais pas.
Et ça a été un processus complètement participatif parce que les gens mettaient, l'Assemblée constituante mettait sur le net quels étaient les travaux de ce jour. Les gens critiquaient. Une amie islandaise est venue parler dans un grand truc qu'Attac avait fait avec Mediapart, et elle a parlé de la sagesse des foules, qui était très jolie dans ce contexte, parce que les foules ont contribué et ont trouvé des améliorations pour ce que faisait la Constituante. Et il faut que ce soit ratifié, cette Constitution. Et malheureusement, je ne peux pas vous dire les délais, mais c'est vraiment en train. Et c'est excellent, c'est formidable, ça. L'Argentine, je suis plus réservée, parce que on m'a déjà posé cette question, et en 2000, vous savez que la situation en Argentine, c'était que le peso était équivalent au dollar par la loi. Hein. Un peso, $1. Et quand ils ont cassé ce lien, évidemment, tout de suite, le peso a perdu énormément de sa valeur. Ça valait, je ne sais pas quel pourcentage, mais vraiment, c'était chute libre. Et les gens riches avaient déjà mis depuis très longtemps leur argent à Miami ou ailleurs, hein, en dollars. Mais les gens ordinaires qui avaient un salaire, peut-être un fonds de retraite, peut-être des économies pas très importantes, mais eux n'avaient pas les moyens de mettre leur argent à Miami. Et ils ont perdu un pourcentage absolument colossal de leur dette, et de leur épargne. Et s'ils avaient des dettes, ils étaient tout d'un coup redevables, toujours en dollars, avec un peso qui ne valait rien. Imaginez que si vous achetez un logement maintenant et que demain matin vous découvrez que vous payez 8 fois plus que votre mensualité du mois dernier, ben vous êtes mal. Et c'est ce qui est arrivé aux Argentins. Et ça voulait dire qu'il y avait beaucoup de sans-abri, qu'il y avait beaucoup de débrouillardise aussi, mais beaucoup de chômage, beaucoup de misère. Alors, moralement, je ne me sens pas autorisée à recommander ce genre de changement brutal. Et c'est pour ça que je ne suis pas avec ceux qui disent on peut sortir de l'euro, ça va être peut-être dur pendant X temps, mais ensuite on sera très bien. Je n'ose pas. C'est pas moi qui souffrirai, vous comprenez? Ou je souffrirai moins que d'autres. Alors, je ne prends pas cette responsabilité morale. Peut-être que vous avez raison, mais l'Argentine a réussi après une période qui était horriblement dure. Bon, une dernière question et une dernière question. Peut-être une plus vite. Merci. Oui, donc vous avez parlé de la question de l'accaparement des terres. Donc le 17 avril, il y avait une journée mondiale de la Via Campesina contre l'accaparement des terres. Et il y a eu une déclinaison française qui est peut-être passée un peu inaperçue, mais la déclinaison française de cette journée mondiale, c'était contre l'artificialisation des terres agricoles. Et quand on regarde un peu les choses, l'artificialisation des terres agricoles en France, ça va très 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 bon train pour des projets de centres commerciaux, d'équipements sportifs, d'aéroports et de choses de ce genre. Bon. Et vous avez parlé dans les 4 cercles de la nécessité du respect de la nature. Et c'est vrai qu'on est dans une situation dans les pays du Nord où on a un peu l'impression que les efforts de sauvegarde de la nature, etc., ils doivent être faits un peu par les autres. Et là, sur la question de la prise en compte des nécessités de l'heure par rapport au climat, par rapport à l'effondrement des ressources naturelles, etc., on a quand même l'impression qu'un certain nombre de citoyens
ne sont pas tout à fait en phase avec leurs responsables politiques, territoriaux ou nationaux, quelle qu'en soit la couleur politique. Et il y a un véritable problème de démocratie que quand on voit par exemple que pour sauver les 2000 hectares de terre de Notre-Dame-des-Landes, il y a des paysans qui sont en grève de la faim depuis 20 jours. Alors je ne sais pas si vous souhaitez vous exprimer sur le fond du dossier, mais en tout cas, moi j'ai une question très précise sur la démocratie. Je sais que vous y êtes très attaché. Qu'est-ce qu'on fait et comment on fait quand il y a un hiatus si important entre l'expression des politiques et l'expression des citoyens et comment on en sort? Nous, on a une petite idée, on peut en sortir par la lutte, mais il y a peut-être d'autres idées qui pourraient être très favorables. Je suis au courant du dossier Notre-Dame-des-Landes. Je suis venue 2 fois pour me joindre à mes amis d'ici pour essayer de dénoncer ce projet. Je crois que c'est un projet qui vaut tout à fait la peine d'être, enfin je veux dire le contre-projet, d'empêcher cet aéroport dont on n'a pas besoin. L'aéroport actuel n'est pas saturé. Il y a eu une recherche citoyenne admirable. J'ai regardé les dossiers préparés par les citoyens avec en face les dossiers officiels où il était très clair que je serais gentil, mais que les autorités publiques avaient omis certains éléments, mettons, ou n'avaient pas pensé peut-être certains éléments qui étaient très clairs dans les dossiers des citoyens et qui montrent à ma satisfaction, et je crois à la satisfaction de beaucoup de gens, que c'est ce qu'on appelle maintenant un grand projet inutile, qui coûte très cher à la collectivité, qui va... Vous savez, ça me rappelle à Paris dans les début des années 70, il fallait absolument mettre des abattoirs, il fallait moderniser les abattoirs à Paris, qui était complètement stupide. On n'allait plus amener des bêtes enchaînées vers des abattoirs dans le 19e arrondissement. Mais ça, le Conseil de Paris tenait absolument, je ne sais plus qui était à la tête de ça, mais naturellement, ça a coûté horriblement cher à la ville de Paris, ça n'a jamais servi à quoi que ce soit, et maintenant, c'est la cité de la musique et la cité des séances. Donc, enfin, on a fait quelque chose, mais j'espère qu'on n'aura pas à passer par quelque chose d'aussi idiot dans votre région à vous, et je vous encourage à soutenir le contre-projet et à soutenir les grévistes de la faim qui mettent leur santé en danger pour protester contre cette opération qui déposséderait, je ne sais pas combien d'agriculteurs, plus de 600, je crois. Il y en a qui ont déjà été dépossédés dans la première période. Bon, ok, mais enfin, au total, environ 50 ou 500 ou 600, non? Il y a 60 fermes. C'est très, très morcelé. Bon, écoutez, on va pas dire c'est morcelé, c'est ceci ou cela. On a 2 minutes, mais il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont être dépossédés dans un moment où on a besoin, au contraire, d'encourager l'agriculture spécialisée en France. C'est ce qui va... Le marché va être de ce côté-là, le marché va être de plus en plus du côté bio et pas du côté très très grande exploitation. Il faut pas les empêcher de vivre, ces gens. Voilà, il me reste à vous remercier, surtout Georges Pardo, qui a...